Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons parler du vote très grave qui s'est produit à l'Assemblée cette semaine pour empoisonner encore plus notre monde. Nous allons parler de l'inaction écologique de ce gouvernement. Nous allons parler des annonces budgétaires qui vont être faites la semaine prochaine par ce gouvernement. Nous allons parler évidemment d'armement de la police municipale. Nous allons parler de l'interdiction des autoroutes à flux libre. Et puis, bien évidemment, nous parlerons de Gaza. Générique. Alors, je commence par le vote qui a eu lieu mardi à l'Assemblée nationale, qui est un vote gravissime puisqu'il réintroduit et il réautorise un néonicotinoïde, donc un pesticide tueur d'abeilles, qui s'appelle l'acétamipride, qui avait pourtant été interdit en 2018. Ces pesticides tueurs d'abeilles avaient été interdits en 2018 juste en écoutant la science, ce qu'elle disait, l'ensemble des scientifiques et l'ensemble des médecins. Et c'était une des premières lois qui avait été prise sous le mandat d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les macronistes reviennent pour réautoriser un pesticide, pour vous donner une idée, qui est 5000 à 10 000 fois plus toxique que le DDT, qui était un insecticide qui a été interdit dans les années 1970 en France. On sait que c'est un neurotoxique, qu'il provoque des cancers, évidemment chez les agriculteurs, mais aussi sur tous les riverains autour et notamment chez les enfants, et qu'il fait exploser le nombre de cancers, mais aussi les maladies de Parkinson ou encore les maladies neurodégénératives. Voilà de quoi nous parlons lorsque les macronistes réautorisent sur 500 000 hectares dans ce pays l'acétamipride, ce pesticide tueur d'abeilles. Évidemment, il y a en plus de l'enjeu de la santé, un aspect qui est bien souvent nié par les macronistes et encore plus par la droite et l'extrême droite, qui est l'enjeu de l'effondrement du vivant, avec 80% des insectes volants qui ont disparu depuis ces dernières décennies dans notre pays, mais on réintroduit un pesticide tueur d'abeilles, alors que, je le rappelle, les abeilles pollinisent 80% des cultures qui servent à notre alimentation et à l'alimentation humaine. Donc, là aussi, sur l'effondrement du vivant, c'est une catastrophe. Sur l'acétamipride, il y a eu un collectif avec 1200 médecins. Évidemment, des paysans et des paysannes, notamment de la Confédération paysanne. Évidemment, les apiculteurs qui sont vent debout contre la réintroduction de ce pesticide tueur d'abeilles. Mais aussi des associations de victimes, des pêcheurs, des mutuelles de France qui se sont joints ensemble pour dire non à cette loi, la loi pesticide, la loi dite Duplon, qui vient là aussi d'un sénateur. Évidemment, cette loi a été votée d'abord par les macronistes, par la droite et par l'extrême droite, même à l'intérieur de leur rang, certains ont décidé de voter contre, tant le scandale était énorme. Et il y avait en tribune, et c'était extrêmement émouvant, des collectifs de victimes qui étaient présentes, notamment Fleur Breteau, qui est la fondatrice du collectif Cancer Colère, qui était présente et qui, lorsque le vote a été annoncé, avec donc la réintroduction de ce néonicotinoïde qui a été acté, s'est levée et a hurlé vers la droite et l'extrême droite « Vous êtes des alliés des cancers, on s'en souviendra et on le fera savoir ». Et elle a rajouté « Regardez-moi, osez me regarder » puisque cette femme de 50 ans a déjà été victime de 2 cancers, qu'elle a donc perdu ses cheveux avec les chimiothérapies. Et donc elle leur dit « Osez me regarder » et elle a terminé en disant « On se reverra avant de partir ». Cette scène était très émouvante, mais elle marquait aussi la réalité de ce que va faire la réintroduction de ce néonicotinoïde et le scandale absolu pour la santé publique qu'on puisse réautoriser, alors que nous savons que par tous les scientifiques et par tous les médecins, ce que cela va produire derrière, c'est-à-dire une explosion de maladies qui ne sont pas des maladies individuelles, comme c'est souvent répété, mais qui sont aujourd'hui des maladies politique. Fleur Breteau parle par exemple d'une épidémie de cancer et non de maladies. Et ces maladies politiques sont issues de choix politiques, comme celui qui a été fait à l'Assemblée mardi. Évidemment, nous nous battrons en déposant un recours au Conseil constitutionnel, en espérant faire annuler ce vote qui va à l'encontre de tout principe de précaution et évidemment de tout principe de santé. Et je suis d'autant plus fière au moment où passait ce recul majeur contre l'environnement et contre la santé, d'avoir moi organisé à l'Assemblée une audition qui s'appelait « Protéger les fleuristes et les enfants de l'empoisonnement aux pesticides » avec la présence
et ça vient notamment de son combat de Laure Marivin qui est la mère d'Amy. Amy qui est décédée à 11 ans le 12 mars 2022 après 7 années à lutter contre un cancer, une leucémie aiguë. Et Amy, donc la fille de Laure Marivin, Amy Marivin, qui est décédée parce que sa mère, qui est fleuriste, s'est faite empoisonner aux pesticides qui se trouvent sur les fleurs alors qu'elle était enceinte. Donc c'est une contamination in utero qu'a eu Amy qui a provoqué son calvaire jusqu'à sa mort à l'âge de 11 ans. Il y avait aussi Annie Teboumoni, qui est une grande sociologue spécialiste de la santé, et notamment de la santé des travailleurs, qui est celle qui a contribué avec Henri Pézra et qui est présidente de l'association Henri Pézra à interdire l'amiante en France et à interdire l'amiante dans 70 pays dans le monde. Donc c'est une grande combattante sur les questions de santé. Et puis deux chercheurs, le professeur Schiffers et la docteure Toumi, qui eux ont fait une étude en Belgique sur justement l'empoisonnement aux pesticides des fleuristes et du nombre de pesticides qu'il y avait sur les fleurs en Belgique. Et enfin, il y avait l'association Phyto-Victimes qui était là. Cette audition, pour moi, était très importante. D'abord parce que Laure Marivin était aussi présente lors du vote de mardi. Et elle expliquait que, alors que la justice a reconnu le lien entre le cancer de sa fille et son décès et les pesticides qu'elle a côtoyés en étant fleuriste, eh bien, l'aberration de voir que on continue pourtant à réautoriser ces pesticides qui sont extrêmement dangereux. Aujourd'hui, il y a seulement 3 décès qui ont été reconnus comme étant liés à des maladies professionnelles. Donc, celle d'Amy Marivin, la fille de Laure Marivin, et celle de 2 fleuristes qui sont décédées en 2019 et en 2020, elle aussi d'un lymphome. Pourquoi est-ce que c'était très important pour moi de faire ça? Parce que Laure Marivin se bat depuis la mort d'Amy pour que plus jamais cela ne puisse se reproduire. Et donc, elle se bat notamment pour faire comprendre et informer les fleuristes qu'ils manipulent sans aucune information, sans s'en rendre compte, des tueuses silencieuses que sont ces fleurs qui viennent à 80% en France de l'étranger. Souvent, elles viennent du Kenya, de l'Éthiopie, de l'Équateur, de la Colombie. Et on trouve sur ces fleurs un niveau très élevé de pesticides. Par exemple, les chercheurs belges nous disaient qu'on trouvait des taux 1000 fois plus élevés de pesticides sur les fleurs que ce qui se trouve dans l'alimentaire, puisqu'il n'y a aucune limite maximale de résidus, comme ça existe par exemple dans l'alimentation, et donc qui font des normes où même si on manque de contrôle à l'entrée sur notre territoire, qui permettent quand même de protéger les consommateurs. Alors, à la fois dans l'étude belge, mais aussi dans de nombreuses études qui sont parues, on montre que les fleuristes sont exposés à des pesticides de manière très élevée, et ce sans aucune protection. On parle par exemple d'une étude brésilienne qui a été faite en 2021 qui montre que, par exemple, les fleuristes sont exposés à plus de 200 pesticides dans les fleurs, ce qui fait dire, par exemple, au professeur Schiffers en Belgique que ce n'est pas un risque potentiel, c'est un risque avéré. Or, les fleuristes travaillent bien souvent en indépendante ou parfois dans des toutes petites entreprises qui sont partout, qui maillent le territoire français avec 1 ou 2 salariés, et ce sont des métiers qui sont majoritairement des métiers dits féminisés, donc avec en grande majorité des femmes, et notamment il y avait une fleuriste qui était présente à l'audition qui, elle, souffrait d'un cancer du sein et qui a fait le lien avec son métier. Ce qui est très grave depuis le combat que mène Laure Marivin, c'est qu'il y a eu du coup, grâce à son combat, une étude de l'ANSES qui doit avoir lieu sur l'exposition des fleuristes, mais qui doit rendre ses travaux en 2027, ce qui est évidemment bien trop tard. Mais surtout, ce qui est peut-être encore plus grave, c'est que dans la profession, il y a beaucoup de difficultés à bouger, notamment lorsqu'il y avait une publication de l'UFC Que Choisir à la veille de la Saint-Valentin pour montrer qu'il y avait des pesticides de manière très élevée dans les fleurs coupées. La Fédération française des artisans fleuristes avait dit que l'UFC Que Choisir faisait une démarche sensationnaliste, cherchant à semer la peur et à discréditer une profession passionnée et désavouée. Et lorsque l'affaire de Laure Marivin a été extrêmement médiatisée en octobre 2024, c'est l'Union nationale des fleuristes qui osait écrire « Il est important de garder du recul vis-à-vis des informations relayées. À ce titre, nous vous demandons de ne pas vous exprimer devant les médias pour éviter toute mauvaise interprétation de la part des journalistes. Nous voulons rappeler que cette situation concerne pour l'instant un cas isolé en parlant d'Amy Marivin. À ce jour, il n'existe aucune étude scientifique formelle
prouvant un lien direct et systématique entre notre métier et de tels risques pour la santé. Évidemment, c'est absolument faux et j'ai déposé moi une proposition de résolution européenne pour qu'il existe justement des seuils de protection pour les fleuristes et évidemment, il y a ensuite des ruptures très fortes à faire sur l'approvisionnement des fleurs, sur le nombre de pesticides qui s'y trouvent et pour faire en sorte de protéger cette profession que sont les fleuristes, mais qui ensuite touche beaucoup d'autres mondes. Ce sont celles et ceux qui travaillent par exemple à Rungis, qui eux aussi manipulent les fleurs. Ce sont les dockers qui récupèrent les conteneurs, qui eux aussi manipulent les fleurs. Donc c'est aussi une manière de protéger l'ensemble de celles et ceux qui ne savent pas qu'ils sont empoisonnés avec ces tueuses silencieuses que sont les fleurs, et ce alors que les fleurs dans notre vie quotidienne, lorsque nous offrons des fleurs à ceux que nous aimons, aux événements heureux, eh bien représentent normalement quelque chose qui accompagne tous les moments joyeux et de fête d'une vie, et donc il est d'autant plus important que nous cessions d'empoisonner les fleuristes et leurs enfants. En tout cas, le combat continue sur les néonicotinoïdes et l'ensemble des pesticides. Annie Thébault-Moni disant que après des années et des années de travail, il fallait juste arriver à un moment où il faudrait interdire les pesticides de synthèse. Voilà l'horizon qui est donné sur cette question. Et il est d'autant plus important que vous avez vu que nous allons avoir un été extrêmement compliqué. D'abord parce que la canicule va continuer de frapper, avec sur les 2300 morts dus aux fortes chaleurs entre le 23 juin et le 2 juillet 2025, 1500, donc 65% qui sont attribuables au réchauffement climatique, et donc un triplement du nombre de morts liés à la canicule précoce que nous connaissons en Europe. Et de même, en France, nous observons des incendies partout et je veux assurer les Marseillais et les Marseillaises notamment de notre solidarité face à ces incendies qui ont touché les quartiers populaires de la ville. Mais on voit partout des feux de forêt qui continuent de se multiplier et on sait que ça va encore s'aggraver cet été puisque nous sommes à 40% de déficit des nappes phréatiques par rapport à la moyenne saisonnière. 48 départements sont d'ores et déjà en restriction d'eau et 18 départements sont en niveau de crise eau énorme. Et on sait que, par exemple, la canicule coûte d'ores et déjà 9 milliards d'euros par an à la France. Donc, il faut évidemment arrêter avec une politique macroniste qui non seulement nous rend vulnérables, mais qui en plus est responsable par son inaction et son absence de politique d'adaptation de beaucoup de souffrances pour des millions de gens dans ce pays. Et il faut donc rompre d'urgence avec un système qui nous mène droit dans le mur et qui met en danger la conservation du seul écosystème compatible avec la vie humaine. Voilà ce qui devrait occuper l'ensemble de nos plateaux, mais plutôt que de parler des 1,5 degrés de réchauffement qui sont désormais inéluctables et d'une France qui pourrait arriver à plus 4 degrés de réchauffement avec une incertitude absolument totale, eh bien les macronistes continuent une politique trumpiste, comme Trump l'a fait avec la catastrophe qui a été mise en lumière par la crue du fleuve Guadalupe aux États-Unis, où 120 personnes sont mortes, dont 28 fillettes qui se trouvaient en colonie de vacances et 172 personnes sont toujours disparues. Eh bien Trump avait juste avant, dans un décret de dégraissage, licencié les scientifiques expérimentés qui justement surveillaient ces crues. Eh bien de même en France, les macronistes sont en train de faire de la même chose, en enlevant des moyens à Météo France, en supprimant des agences qui sont pourtant indispensables face à l'incertitude dans lequel et l'ère d'incertitude dans lequel nous rentrons. Et donc nous avons plus que jamais besoin justement d'un rôle de l'État qui fasse de la planification écologique et nous continuerons évidemment à porter cela. Alors c'est d'autant plus important que la semaine prochaine, François Bayrou veut faire des annonces sur le budget. Alors là, ce vendredi 11 juillet, l'Assemblée nationale est finie. C'est très tôt, c'est la première fois en 8 ans que moi je suis élu que l'Assemblée nationale se termine aussitôt. D'habitude, c'est plutôt vers fin juillet, voire le 4, le 5, le 6 août. Et là, si ça se termine le 11 juillet, c'est notamment parce que François Bayrou a tellement peur d'être censuré qu'il préfère ne pas continuer. Et ce, alors que nous avions demandé une session extraordinaire plus longue de l'Assemblée, notamment pour discuter des propositions de loi d'urgence de notre plan canicule qui, je crois, auraient été extrêmement utiles au pays. Alors, que va annoncer la semaine prochaine François Bayrou? Il va annoncer 40 milliards de nouveau d'austérité pour l'année prochaine, donc loin des yeux des parlementaires, ce qui va représenter
sur 2 ans, entre 80 et 90 milliards d'austérité, ce qui est du jamais vu dans notre pays. C'est comme si d'un coup, on enlevait le budget de l'éducation nationale dans son entièreté pendant 1 an. Ça, c'est 80 milliards d'euros. Donc, c'est pour vous dire la gravité des coupes budgétaires qu'ils sont en train de faire. Et c'est d'autant plus grave que cette semaine, nous avons eu les chiffres de la pauvreté qui sont sortis par l'INSEE, qui montre qu'il n'y a jamais eu autant d'inégalités dans notre pays depuis les années 1970. Mais pire que ça, depuis que l'INSEE tient des mesures sur le niveau de pauvreté dans notre pays, depuis 30 ans, nous n'avions jamais eu un record de nombre de personnes aussi élevé qui sont sous le seuil de pauvreté dans la 7e puissance économique du monde. Donc vous avez d'un côté la France qui est championne d'Europe du nombre de millionnaires et du nombre de dividendes qui est versé aux actionnaires, et de l'autre côté, la France qui atteint des records jamais vus depuis 30 ans du nombre de pauvres. Et évidemment, tout cela a un lien direct parce qu'il faut beaucoup de gens condamnés à la misère, à la pauvreté, au mal logement, à la malnutrition pour pouvoir produire ne serait-ce qu'un seul riche. Donc c'est la politique des riches de cadeaux aux multinationales d'Emmanuel Macron qui provoque aujourd'hui une situation qui est catastrophique sur le niveau social. Je le dis avec une forme de gravité parce qu'aujourd'hui dans notre pays, c'est 6 générations en moyenne pour pouvoir sortir de la pauvreté. Donc cela veut dire que ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, de casse des services publics, de casse de la solidarité qui existait dans notre pays, qui permettait que la France pendant très longtemps ait été un pays qui servait d'exemple dans le monde sur justement une réduction d'inégalités plus forte, sur une sécurité sociale qui faisait envie au monde entier, eh bien se retrouve aujourd'hui à être un président qui a produit massivement de la pauvreté et du malheur dans cette société. Voilà à quoi nous sommes arrivés avec 650 000 personnes qui sont tombées sous le seuil de pauvreté depuis l'année dernière. Bien sûr, ceux qui sont les plus touchés, et c'est l'INSEE qui le montre, ce sont les familles monoparentales, les enfants de moins de 18 ans et les chômeurs, et ce, alors que Gabriel Attal propose une énième encore réforme de l'assurance chômage, comme s'il n'avait pas fait assez souffrir les gens. Donc, nous le disons, nous ne serons jamais d'accord avec le fait que la guerre contre le peuple, la guerre sociale d'Emmanuel Macron continue et qu'on continue à donner aux plus grandes entreprises et aux plus riches de ce pays et qu'ensuite on fasse payer les gens et notamment les plus pauvres de ce pays pour rembourser ces cadeaux qui ont été faits. Je le dis d'autant plus que vous avez vu que les aides aux entreprises, aux grandes entreprises, s'élèvent maintenant à 211 milliards d'euros par an, 211 milliards d'euros par an, sans aucune conditionnalité, alors que ces grandes entreprises continuent de licencier des gens avec notre argent public. Pour vous donner une idée, les associations qui sont subventionnées par l'État, c'est 16 milliards d'euros par an, elles qui produisent plus d'emplois, elles qui sont dans des situations impossibles, et je pense notamment au planning familial, qui se retrouvent à devoir fermer des antennes partout dans le pays, car les subventions ne cessent de baisser. Voilà le scandale dans lequel il nous plonge et nous démontrerons encore au budget prochain qu'une autre politique budgétaire est possible et qu'il est tout à fait possible, non pas de faire une économie de guerre contre le peuple, mais de faire justement une économie qui réponde aux besoins des gens et qui soit notamment à la hauteur de l'urgence écologique dont je parlais juste avant. Voilà de quoi nous devrions parler. Comment être à la hauteur de l'enjeu écologique, comment faire en sorte d'avoir un budget qui réponde aux besoins des gens. Mais de quoi parle-t-on? Eh bien, toute cette semaine, il a été fait un scandale sur des propos que j'ai tenus sur BFM dimanche dernier, qui étaient des propos pour réaffirmer que nous étions favorables à ne pas armer la police municipale d'armes à feu, qui redisait que nous, au pouvoir, en gagnant la présidentielle, nous voudrions intégrer les polices municipales à l'intérieur de la police nationale, notamment pour qu'ils soient mieux formés, mais aussi mieux rémunérés, pour recréer une police de proximité qui avait été supprimée par Nicolas Sarkozy. Et je pointais le peu d'efficacité des caméras de vidéosurveillance en disant qu'il fallait arrêter de mettre des caméras de vidéosurveillance partout dans le pays. C'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est ça qui a fait le scandale de toute la semaine et les médias et les plateaux télé de toute la semaine, alors que François-Xavier Bellamy, qui est eurodéputé des Républicains, avait lui dit sur CNews
qu'il trouvait absolument anormal que l'Algérie, mais que l'ensemble des pays anciennement colonisés par la France, puissent célébrer leur fête d'indépendance, puisque c'était la veille pour l'Algérie le 5 juillet, puissent célébrer leur fête d'indépendance, car ce serait une offense aux pays colonisateurs. C'est une déclaration qui est incroyable en termes de xénophobie, de racisme et de non-respect vis-à-vis d'États souverains, notamment de l'autre côté de la Méditerranée. Mais ce n'est pas ça qui a fait le buzz, c'est la déclaration que j'ai faite. Et vous voyez comment l'ensemble du champ politique a commencé à aller vers l'extrême droite. Parce qu'il y a 10 ans exactement, toute la classe politique et médiatique était vent debout contre une campagne qu'avait faite Robert Ménard, maire d'extrême droite de Béziers, qui était une campagne d'affichage sur laquelle on voyait désormais la police municipale a un nouvel ami avec une arme à feu. À l'époque, ça avait fait scandale. 10 ans après, ce sont des propos qui visent à dire qu'il faut une désescalade dans la police, une stratégie de désescalade, qu'il faut de la présence humaine, qu'il faut de la médiation et qu'il faut de la prévention. Désormais, c'est cela qui fait scandale et je crois que ça doit nous faire réfléchir dans le moment médiatico-politique dans lequel nous sommes arrivés. Alors, je réaffirme ce que nous disons. Oui, à la France insoumise, non seulement en 2027, nous intégrerons la police municipale dans la police nationale pour recréer une police de proximité qui avait déjà montré son efficacité avant que Nicolas Sarkozy veuille la supprimer. Mais en plus de cela, nous ferons un moratoire complet dans toutes les villes que nous aurons sur la vidéosurveillance, dont la Cour des comptes elle-même dit que l'aide de la vidéosurveillance pour élucider des affaires est marginale et qu'elle aiderait entre 1 à 3%, autour de 1,3% des affaires à être élucidées. Autant dire que ça ne sert absolument à rien, si ce n'est à surveiller l'ensemble de la population partout et tout le temps. Et il y a beaucoup d'exemples dans lesquels on peut voir qu'une autre politique de tranquillité publique fonctionne. Par exemple, à Détroit et à San Francisco, le déploiement d'une police de proximité non armée a permis de réduire la criminalité et de 80% le trafic de drogue. Au Royaume-Uni, il y a seulement 5% des effectifs de police qui sont armés, et notamment dans la capitale londonienne, dans laquelle il n'y a pas d'armes à feu pour les policiers. À Fâche-Tuménil, je le dis puisqu'on a l'air de nous faire des leçons sur le fait qu'il ne faudrait pas de mairie insoumise. À Fâche-Tuménil, qui est une mairie donc LFI, avec Patrick Proisy qui en est maire. Il y a eu, avec une politique qui est celle que je propose, qui a été appliquée, moins 28% de cambriolage depuis que Patrick Proisy est là, moins 65% de vols avec violence et moins 27% de vols d'automobiles. Donc, une autre politique de tranquillité publique existe et je le dis, nous nous serons fiers de ne jamais céder. Nous sommes la France insoumise, les seuls qui avons refusé de manifester avec les syndicats de police contre l'Assemblée nationale et contre la justice lorsque elle appelait à dire que le problème de la police, c'était la justice. Et comme nous sommes fiers de dire que nous voulons un service public, une police républicaine au service de la population, qui ne dépende pas de l'endroit et de la ville où vous vivez et qui ne soit pas une police du maire, mais bien une police républicaine. Je le dis d'autant plus que les polices municipales ne cessent de se développer pour pallier au désengagement de l'État et que là, nous sommes sur une mission régalienne de l'État et qu'elle doit donc être remplie. Et comme ça va être le dernier panorama de cette saison, avant de reprendre à la rentrée, je voulais en profiter pour vous souhaiter d'excellentes vacances en espérant que vous trouverez à la fois du repos, mais aussi de la joie parmi les vôtres. En profitant du temps avec celles et ceux que vous aimez. Et j'ai déposé juste avant de partir une proposition de loi dont j'espère que nous arriverons à la faire adopter, qui vise à interdire les autoroutes à flux libre. Alors peut-être en avez-vous entendu parler, puisqu'il y a certaines autoroutes qui mettent déjà en place ces autoroutes à flux libre. L'idée, c'est que vous enlevez les péages, non pas pour que l'autoroute soit gratuite, ce qui nous irait très bien, mais vous enlevez les péages et vous demandez aux gens de régler eux-mêmes dans les 72 heures sur Internet, votre téléphone, l'ordinateur. Alors, d'abord, dire que c'est un racket social qui est organisé. Par exemple, une des autoroutes sur lesquelles c'est d'ores et déjà fait, c'est l'autoroute entre Paris et Caen. Paris et Caen, le péage est d'environ 7 € et quelques. Si vous ne payez pas, donc si vous payez dans les 72 heures, vous payez votre péage normal. Si vous ne payez pas dans les 72 heures, alors on vous rajoute 10 €, c'est-à-dire
plus que le prix du péage. Et si vous ne payez pas encore, on vous rajoute 90 € d'amende. Et si vous ne payez pas ensuite dans ces 90 jours, alors on vous rajoute une amende forfaitaire qui parfois peut aller jusqu'à 375 €. Ceci s'appelle un racket social, notamment parce qu'il y a des millions de gens dans notre pays qui souffrent de ce qu'on appelle l'électronisme ou qui n'ont juste pas accès à Internet et qui se retrouvent dans une situation impossible pour pouvoir payer leur trajet. Surtout, là où ça a été expérimenté, par exemple Paris-Caen, c'est un fiasco total. 180 000 impayés en un an sur le tracé, 80 000 dossiers de pénalité, 170 000 demandes de rectification de parcours. Alors, les sociétés autoroutières expliquent que ce serait un système écologique parce que ça aurait permis d'enlever les péages et donc de libérer certaines des terres qui étaient utilisées pour les péages pour pouvoir continuer. Il rajoute aussi que comme vous ne freinez pas, vous économisez de l'essence et que là aussi, c'est écologique. Alors d'abord, première chose, l'économie d'essence qui est représentée, donc écologique selon eux, ne représente que 0,1% de celui consommé par le transport de marchandises parce qu'on refuse de faire du fret ferroviaire dans ce pays et de mettre les marchandises sur des rails. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils se vantent d'avoir désartificialisé 44 hectares, c'est-à-dire d'avoir débétonné 44 hectares. Or, toutes les nouvelles autoroutes vont être en flux libre et d'autres qui sont déjà créées vont elles aussi arriver en flux libre si nous laissons passer ce scandale. Et il se trouve que par exemple l'A69, autoroute contre laquelle nous nous battons, qui ferait gagner 15 minutes de temps de trajet aux gens en artificialisant 360 hectares de terres agricoles humides et naturelles, eh bien serait elle aussi en flux libre. Donc d'un côté, ils vous disent on a débétonné 44 hectares, mais on va bétonner 360 hectares de terres dont nous avons impérativement besoin. Donc ce sont des hypocrites sur cette question. Et donc j'ai déposé une proposition de loi dont j'espère que j'arriverai à la faire adopter pour dire que nous refusons absolument ce racket social, ce scandale qui est fait aux gens et donc que nous voulons interdire les autoroutes à flux libre. Et évidemment, je continue de dire que nous voulons la nationalisation des autoroutes car la privatisation des autoroutes en 2006 coûte chaque année 4 milliards d'euros à l'État qui normalement devrait revenir à l'État pour des surprofits immenses pour les sociétés d'autoroutes. Et cette privatisation, je le rappelle, avait eu lieu en 2006 sous la présidence de Jacques Chirac et sous un gouvernement qui s'appelait le gouvernement de Villepin. Nous reviendrons sur cette question puisque nous avions déjà proposé une proposition de loi de nationalisation, de renationalisation des autoroutes et nous continuons évidemment ce combat-là. Je termine en disant que cet été, il va falloir rester les yeux grands ouverts sur le génocide qui continue à Gaza. Et c'est notamment une étude d'économistes et de politologues de l'Université de Londres qui estime que le bilan réel est d'ores et déjà à 100 000 morts. Il y a tous les jours des Palestiniens qui sont tués dans les pièges mortels des distributions alimentaires, avec un massacre qui continue. Tous les jours, des Palestiniens qui sont tués dans les frappes que mène le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, et même une explosion de cas de méningite, notamment chez les enfants, du fait de la situation humanitaire qui est évidemment catastrophique. Pire que ça, Emmanuel Macron ne cesse d'avoir un deux poids deux mesures qui se voit aux yeux du monde entier et qui décrédibilise toute parole de la France. Rendez-vous compte que la France est absente, totalement absente, des négociations qui pourraient advenir à un cessez-le-feu qui n'est toujours pas là avec un génocide qui continue. Mais comme la France a été absente de toute négociation sur la question de l'Ukraine, de toute négociation sur le cessez-le-feu qui a eu lieu la semaine dernière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, bref, Emmanuel Macron a réussi l'exploit de nous faire honte au niveau international et d'effacer complètement la voix de la France pour la paix et non alignée. Rendez-vous compte que cela fait maintenant plus d'un an qu'il dit qu'il va reconnaître l'État de Palestine. Encore là, il redit que peut-être il pourrait le reconnaître avec le Royaume-Uni, alors qu'il a annulé l'événement qui devait avoir lieu où il devait reconnaître justement ce même État de Palestine. De même, il ne cesse de dire qu'il est d'accord pour réaménager l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Or, la semaine dernière, alors que nous, Insoumis, proposions une résolution en commission des affaires européennes sur justement la suspension de l'accord d'association et le fait que la France respecte le mandat de la Cour pénale internationale contre Netanyahou, eh bien les députés macronistes ont voté contre la résolution pour suspendre l'accord d'association
et contre le fait que la France respecte le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui pourtant l'engage au vu de la signature du traité de Rome qu'a fait la France. C'est deux poids, deux mesures et scandaleux et ça a donné lieu pour la 3e fois au moins à l'autorisation par Emmanuel Macron du survol de Netanyahou de l'espace aérien français et nous continuerons de porter à chaque fois l'autre voix de la France, celle qui exige la reconnaissance de l'État de Palestine, l'embargo sur les armes, des sanctions à l'encontre de Netanyahou et la suspension de l'accord d'association. Et je suis très fière que pour la nouvelle flottille de la liberté qui va partir la semaine prochaine pour tenter une nouvelle fois de briser le blocus illégal et inhumain de Gaza, eh bien il y ait 2 élus insoumises qui se trouvent sur le bateau Andala qui va partir bientôt. Il y aura Gabriel Catala, député du Val d'Oise, qui se trouvera sur le bateau, ainsi qu'Emma Fourreau, qui est eurodéputée insoumise. Et nous sommes très fiers que les insoumises et les insoumis prennent toute leur part pour refuser ce qui se passe à Gaza et pour continuer de porter haut et fort cette autre voix de la France contre le génocide. Enfin, la France insoumise sera aux côtés de la famille Adama, 9 ans après qu'Adama Traoré ait été tué par des gendarmes le 19 juillet 2016. Cela fait 9 ans de combat, 9 ans qu'ils demandent la justice et la vérité. Évidemment, nous serons à leur côté. Excellentes vacances à vous.